Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents donc pour ce premier webinaire qui est le premier d'une longue série. Alors, juste une petite information avant que l'on commence. Vous voyez, vous avez une petite barre verte en dessous de votre écran. Lorsque vous passez votre souris dessus, il y a une petite icône avec deux bulles avec un Q et un R. Je vous invite au cours de la présentation à cliquer sur cette icône pour pouvoir poser vos questions, puisqu'à la fin de ces 45 minutes, il y aura un temps d'échange questions-réponses et je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation pour être en bonne santé. Et ensuite, nous allons parler de façon plus spécifique de l'alimentation au niveau des besoins spécifiques pour les personnes en situation de handicap et les personnes vieillissantes. Donc, on va commencer. Ah ben, la diapo ne change pas. Juste un petit souci pour faire défiler la diapo. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé comment ça marche. C'est bon. Alors, du coup, le plan de ce webinaire. Il y aura deux parties donc, qui vont être abordées. La première partie, qu'est-ce que c'est que d'avoir une alimentation équilibrée et que doit apporter notre alimentation pour être en bonne santé? On va voir ensemble que sont les nutriments, à quoi ils servent et quels sont surtout les besoins nutritionnels quotidiens d'une personne bien portante. Dans un deuxième temps, nous parlerons des besoins nutritionnels spécifiques des personnes vulnérables, plus précisément des personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Alors, au niveau de cette première partie, c'est quoi avoir une alimentation équilibrée? Que doit apporter notre alimentation à notre corps pour être en bonne santé? Des nutriments, des fibres et de l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'un nutriment? Un nutriment, une définition classique, c'est la substance organique ou minérale directement assimilable sans avoir à subir les processus de dégradation de la digestion. Pour faire simple, nos aliments, imaginez que ce sont comme de grands colliers de perles. Quand on mange nos aliments, donc on va manger ces colliers de perles. Cependant, au niveau de la digestion, notre organisme, il va avoir besoin de couper les petites perles, que sont les nutriments, pour pouvoir les apporter à notre corps. Donc, les nutriments sont les perles qui composent les aliments que sont le collier. Donc, la famille au niveau des nutriments, plusieurs nutriments différents. Les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Je vous ai mis une petite fiche qui reprend le système digestif, puisque le collier de perles, pour être coupé en petites perles, doit passer par plusieurs étapes. La digestion commence dès que l'on met un aliment dans la bouche, puisqu'il y a la salive qui va venir l'enrober. Ensuite, les aliments vont descendre au niveau de l'estomac qui va avoir une action mécanique et chimique avec les sucs gastriques et qui va commencer à découper les petites perles. Et ensuite, il va y avoir bien évidemment toutes les enzymes que l'on peut rencontrer au cours de la digestion et les aliments vont suivre un processus. Donc, ils vont d'abord aller dans l'intestin grêle où là, les nutriments vont être absorbés par la paroi de l'intestin grêle. Et ensuite, il va y avoir donc une évolution et on va se retrouver avec des matières qui vont être intéressantes dans le gros intestin. Mais le rôle du gros intestin, c'est surtout de capter l'eau, l'hydratation. Donc cet organe a surtout une action au niveau de la captation de l'eau. Et ensuite, bien évidemment, il va y avoir l'élimination des déchets, c'est-à-dire la fin de la digestion lorsque vous allez aux toilettes. Alors, on va commencer le détail des différents nutriments. Les glucides, que sont les glucides? C'est l'énergie directement utilisable. Les glucides apportent 4 kilocalories par gramme. On les trouve dans quelle variété d'aliments? On les trouve au niveau, pour les sucres complexes, sur les pommes de terre, les céréales, le riz, le blé, également les légumineux, les lentilles, les pois chiches, et également tout ce qu'il peut y avoir au niveau des gâteaux. Sachant que le sucre, dans les gâteaux, j'entends, c'est une autre famille, ce sont les sucres simples. Où trouve-t-on donc ces sucres simples? Dans le sucre de canne, on peut le trouver également au niveau du sucre de betterave, dans tout ce que sont les confiseries, les sucreries. On trouve également le lactose, donc c'est une forme de sucre, dans le lait, donc dans tous les produits laitiers. Et ainsi, dans les fruits, nous avons le fructose. Et il y a également une petite part au niveau... Non, du tout. Les légumes, c'est une part. Voilà, donc au niveau des glucides, deux grandes familles à retenir.
les sucres complexes et les sucres simples. Ils se différencient en fait par la longueur du collier, c'est-à-dire que le sucre complexe va être un très long collier de perles, tandis que les sucres simples vont être de tout petits colliers, donc plus facile à assimiler les sucres simples. Alors, le sucre, attention, on peut manger du sucre, seulement il faut en manger avec raison, c'est-à-dire pas plus de 10% de sucre pur maximum par jour. Si on part du principe qu'une ration normale pour une femme en activité est d'à peu près 2000 calories, il ne faudrait pas dépasser 50 grammes de sucre par jour. Sachant que 50 grammes de sucre, je vous ai mis quelques exemples en dessous. Un carré de sucre dans le café, c'est 5 grammes de sucre. Une canette de soda, c'est 35 grammes de sucre. Un yaourt aromatisé, c'est 15 grammes de sucre. Et une cuillère à soupe de confiture, c'est 15 grammes de sucre. Tout ça pour vous dire que 50 grammes de sucre, on y arrive quand même assez rapidement sur une journée. Ensuite, autre nutriment, les lipides. Qu'est-ce que c'est les lipides? C'est le nutriment qui apporte l'énergie stockée, donc l'énergie que l'on va pouvoir utiliser dans nos réserves. Ils apportent 9 kilocalories par gramme. Plusieurs familles de lipides. On trouve les triglycérides, les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, le cholestérol et les phospholipides. Il faut savoir que chaque famille de lipides a un rôle à jouer au niveau de notre organisme. Alors, il est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler du cholestérol et des acides gras saturés, puisqu'effectivement, ils peuvent avoir une action nocive au niveau de nos vaisseaux sanguins. Cependant, même le cholestérol, effectivement, s'il y en a trop, ça peut être mauvais pour notre santé, mais il faut savoir que notre corps en a quand même besoin. Ensuite, les acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, ce sont des acides gras que notre corps ne peut pas synthétiser tout seul. C'est-à-dire que autant quand on va solliciter nos réserves, on va pouvoir synthétiser des triglycérides, on va pouvoir synthétiser du cholestérol, plusieurs éléments. Par contre, concernant les oméga 3 et les oméga 6, que je pense que vous avez dû entendre puisqu'on en parle beaucoup à la télé, notre corps doit absolument les obtenir grâce à notre alimentation. On ne peut pas les synthétiser. Et bien évidemment, une chose importante, c'est de trouver un équilibre entre nos apports, entre les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras saturés qui, eux, peuvent être mauvais pour notre santé si on en consomme trop parce qu'ils vont boucher nos artères, et les acides gras insaturés qui, eux, par contre, vont avoir plutôt une action protectrice au niveau de nos vaisseaux. Alors, quelles sont les sources de ces lipides? On trouve bien évidemment les graisses végétales, donc les huiles, les margarines, les olives, l'huile de colza, d'arachide, et c'est essentiellement dans ces matières grasses d'origine végétale que l'on va trouver les acides gras essentiels et les acides gras monoinsaturés à chaîne courte. Petite exception pour le beurre qui contient un acide gras butyrique à chaîne courte qui est très intéressant aussi pour l'organisme. Ensuite, on trouve les lipides dans les fritures, on les trouve dans les graisses animales, donc dans tout ce qui est constitué les poissons, les viandes, les œufs, et dans ce qui est également les produits laitiers, donc le beurre, la crème, le lait et la charcuterie. Concernant les matières grasses d'origine animale, effectivement, elles sont plus riches en cholestérol, en acides gras saturés. Une petite particularité au niveau peut-être des poissons et de certaines volailles qui, eux, peuvent avoir des apports intéressants au niveau d'acides gras insaturés. Et attention aux graisses cachées que l'on peut trouver dans les glaces, dans les viennoiseries et dans les préparations du commerce. La troisième famille de nutriments, des macronutriments, ce sont les protéines. Alors, qu'est-ce que c'est une protéine? Les protéines, ce sont les éléments bâtisseurs de notre corps, c'est-à-dire que nous sommes un être vivant constitué de tissus, de cellules, et nous sommes en permanence dans le renouvellement cellulaire, le renouvellement de nos tissus. Les protéines constituent la matière première pour la constitution de ces tissus. Imaginez un mur de pièces de Lego. Vous savez les jouets, les Lego. Eh bien, en fait, quand on a notre renouvellement, à chaque fois, notre corps va changer les pièces de ce mur de Lego. Et pour construire les nouvelles pièces de Lego, il va avoir besoin d'avoir des apports suffisants en protéines. Les protéines sont un nutriment qui apporte 4 kilocalories par gramme. Alors, les protéines. Une chose qui est importante, c'est qu'au niveau des protéines, il doit y avoir un apport qualitatif. C'est-à-dire que les recommandations au jour d'aujourd'hui pour ne pas faire de carence sont d'1 gramme par kilo de poids théorique. Qu'est-ce que c'est le poids théorique?
Je pense que vous avez entendu parler de l'indice de masse corporelle. Donc cet indice de masse corporelle, vous pouvez l'obtenir en divisant votre poids avec votre taille au carré en centimètres. Donc les apports conseillés correspondraient donc à 1 gramme par rapport à ce poids théorique, donc 1 gramme par kilo. Je vous donne un exemple, une femme qui ferait donc à peu près 1 mètre, alors on va prendre un exemple, 1m73, donc il y aurait un poids avec un IMC normal qui devrait être entre 65 et 65-68 kg, ça serait une bonne chose. Normalement, l'apport en protéines devrait être de 65 à 68 grammes par jour. Une chose importante également, c'est que dans ces apports en protéines, il faut avoir des apports suffisamment intéressants pour avoir des acides aminés, des apports en acides aminés essentiels. Tout comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a certains éléments que notre corps ne peut pas synthétiser. Et les acides aminés essentiels, c'est comme les acides gras essentiels, c'est-à-dire que parmi la trentaine d'acides aminés qui existent dans la nature, il y en a 8 qui sont essentiels et il faut absolument que ce soit notre alimentation qui l'apporte. Les sources pour les protéines, on les trouve essentiellement dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs, dans les produits laitiers, mais également au niveau des céréales et des légumineuses. Les végétaux peuvent aussi être de très bonnes sources de protéines et de protéines de bonne qualité. On parlera tout à l'heure de la combinaison céréales et légumineuses qui permet justement de limiter les carences en acides aminés essentiels. Alors, quelques exemples d'apports en protéines. Donc, un steak de bœuf, par exemple, 100 grammes de steak de bœuf, ça va vous apporter 20 grammes de protéines. Je vous disais tout à l'heure que du coup, par exemple, une femme de ma stature, à peu près, devrait avoir 65 grammes de protéines par jour. Vous voyez, déjà, avec une part de bœuf et 100 grammes de bœuf, c'est un tout petit steak, hein, ce n'est pas une grosse part de viande, il y a déjà 20 grammes de protéines. 2 œufs, quand vous faites des œufs au plat, c'est 15 grammes de protéines. Alors, un yaourt, ça va être 5 grammes. Les laitages aussi sont très riches en protéines, mais les protéines, on les trouve aussi dans les produits d'origine végétale, c'est-à-dire que dans le pain, il y a un petit peu de protéines puisque ça reste de céréales, dans les fruits, il y en a un petit peu, on en trouve absolument un petit peu partout. Du coup, on arrive rapidement à couvrir nos besoins en protéines. Alors, du coup, avant qu'on passe aux vitamines, je vous parlais tout à l'heure de la combinaison intéressante que sont l'association des céréales et des légumineuses. Je fais juste une petite parenthèse puisque actuellement, notre mode de vie tend, il me semble, de plus en plus à aller vers une diminution de la consommation des protéines animales. Alors, il y a une chose qu'il faut bien garder en tête pour avoir des apports protéiques suffisants quand on diminue notre consommation de protéines animales, c'est justement pour ne pas être en carence de ces acides aminés essentiels, de penser à allier céréales et légumineux. Nos ancêtres, ils avaient l'habitude de regarder dans le couscous, il y a quoi? Il y a de la semoule de blé et il y a des pois chiches. Très bonne combinaison. Ensuite, lorsque vous prenez par exemple en Inde, ils vont associer les lentilles corail avec le riz. Très bonne combinaison également. En Amérique latine, ça va être le maïs aussi avec le riz ou les haricots rouges. Donc, c'est quelque chose qui de façon innée est déjà fait, mais il est vrai que quand vous associez les légumineux avec les céréales, vous vous retrouvez avec des protéines de haute valeur biologique et vous n'avez pas de carence au niveau des acides aminés. C'est un petit détail, mais qui avait son importance. À présent, je vais vous parler des vitamines, puisque les vitamines sont aussi des micronutriments très importants dans notre corps. Au niveau de notre organisme, donc là, on a vu les nutriments qui nous apportaient de l'énergie, les lipides, les protéines et les glucides. Mais il y a tout le panel des vitamines qui, eux, ne nous apportent pas, à proprement parler de kilocalories, ne nous apportent pas d'énergie, mais par contre, ils sont indispensables au bon fonctionnement d'un tas de métabolisme au niveau de notre corps, un tas d'associations et d'interactions. Par exemple, la vitamine A que l'on va retrouver dans les carottes ou dans tout ce qui peut être de couleur rouge et orangée, c'est important pour avoir une bonne vision et pour le système immunitaire. Je ne vais pas pouvoir toutes les faire, mais on va peut-être parler des plus importantes. Effectivement, la vitamine C, je sais que dans la psyché de chacun, c'est une vitamine qui est très importante parce que c'est une vitamine antioxydante, mais là où je soulignerai le petit point de vigilance, c'est que la vitamine C sert à absorber au niveau du fer, pour l'absorption du fer dans notre organisme, donc pour éviter les anémies. C'est vrai que la vitamine C, c'est quand même important. Par contre, c'est une vitamine qui est très fragile. Les vitamines peuvent être très fragiles et la vitamine C est très sensible à la lumière et à la chaleur.
Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve essentiellement dans les fruits et les légumes crus. Elle est détruite à la cuisson. J'attire votre vigilance parce que pour avoir des apports suffisants en vitamines, il faut manger au moins 3 crudités par jour, que ce soit des légumes ou des fruits, mais du coup, elle n'est conservée que sous la forme crue. Ensuite, la vitamine D que l'on retrouve dans les laitages, dans les poissons gras, elle est indispensable à la fixation du calcium, donc pour nos os. Les vitamines importantes également, ce sont, on appelle ça les folates. Alors, les femmes qui ont eu des enfants, je pense que vous avez tout en tête, on nous a toutes mis sous complément, sous vitamines B6, B9, B12, puisqu'elles ont un rôle très important au niveau, bien évidemment, du développement du fœtus, mais au niveau aussi des apports pour les cellules nerveuses, pour le sang, pour des processus indispensables de notre organisme. Donc, les folates que l'on retrouve bien évidemment dans les protéines d'origine animale et un petit peu dans les céréales aussi, dans les légumineuses. Donc la vitamine C, comme je vous disais tout à l'heure, elle se trouve essentiellement dans les fruits et les légumes crus. Elle est détruite à la cuisson. Et pour avoir des apports suffisants en vitamines, il faut bien évidemment manger tous les groupes. Alors là, c'est de façon générale. Ce n'est pas que pour la vitamine C. Une alimentation diversifiée et équilibrée normalement permet de couvrir tous les besoins de notre organisme en vitamines de toutes les familles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. Ensuite, on va parler d'un autre micronutriment, donc les minéraux et les oligo-éléments. Alors, je pense, pareil, vous savez ce que sont donc les minéraux et les oligo-éléments. On retrouve principalement le calcium, le phosphore, le potassium, le chlore, le magnésium. Donc, le calcium, bien évidemment, par rapport à nos os, pour la solidité de nos os. Le phosphore, il joue aussi dans plusieurs interactions au niveau de nos cellules, tout comme le potassium. Le potassium, ça a une influence au niveau du rythme cardiaque. Enfin, tous ces oligo-éléments ont leur importance aussi cruciale au niveau du bon fonctionnement de notre organisme et il faut que notre alimentation et nos boissons puissent les apporter en quantité suffisante. Alors, même chose, je fais juste un petit aparté, je reviens sur les minéraux. Ça va être une alimentation diversifiée qui va permettre de couvrir nos besoins en minéraux et en oligo-éléments. Et l'eau également, une bonne hydratation, puisque je pense que là, vous êtes tous au fait par rapport, l'eau est indispensable pour apporter certains éléments. Je pense notamment au magnésium ou au phosphore. L'eau est intéressante, peut être un très bon apport. Et là, on va parler d'un autre groupe de nutriments qui est très, très intéressant, donc qui n'apporte pas d'énergie, mais ce sont les fibres. Donc, les fibres, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des glucides qui ne sont pas assimilés par notre système digestif. C'est-à-dire que nous, notre corps, il n'a pas les ciseaux nécessaires pour couper le collier de perles de ces glucides-là, qui sont donc des polysaccharides, c'est-à-dire des glucides à chaîne longue. On n'a pas les enzymes pour pouvoir couper les perles. Alors, les fibres, elles sont indispensables au bon fonctionnement du transit intestinal. Par contre, nous, on ne peut pas les métaboliser, mais au niveau de notre gros intestin, donc du côlon, on a ce que l'on appelle les microbiotes. Alors pareil, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Les microbiotes intestinales, en fait, ce sont des bactéries, c'est une flore intestinale qui est très bonne pour notre santé et qui travaille pour nous, en fait, dans nos intestins. C'est-à-dire que lorsque vous allez manger, les fibres, vous n'allez pas pouvoir les digérer. Par contre, les bactéries qui sont dans notre système digestif vont pouvoir, elles, les digérer, s'en nourrir et du coup synthétiser, puisque dans le processus des bactéries, quand elles consomment, qu'elles font quelque chose, à la fin, il en résulte toujours quelque chose. Et par exemple, pour certaines de ces microbiotes, donc de ces bactéries, certaines, quand elles vont se nourrir de ces fibres, il va y avoir une synthèse de vitamine K. La vitamine K qu'on ne trouve pas facilement dans notre alimentation. Nos microbiotes, grâce à la consommation de ces glucides, donc de ces fibres, vont synthétiser de la vitamine K que notre corps va utiliser, va absorber. Et la vitamine K, c'est très intéressant parce que c'est un facteur de la coagulation. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, les fibres, elles sont intéressantes parce que du coup, elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre transit intestinal parce qu'elles vont servir à donner de la contenance et de la texture au niveau des matières, donc des selles, éviter bien évidemment de déconstipation. Et en plus, elles permettent de nourrir cette flore intestinale, donc les microbiotes, qui nous aident à être en bonne santé. Alors, les fibres, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans les végétaux essentiellement, donc dans les produits céréaliers complets, puisqu'en fait, ce sont les enveloppes des céréales qui constituent la plus grande partie des fibres. On les trouve également dans les légumes secs et dans les fruits. C'est pour ça qu'il faut faire la part belle à toute cette famille d'aliments.
Alors, dernier point au niveau de ces indispensables, on va dire, de l'alimentation, c'est l'eau, bien évidemment. L'eau est la seule boisson indispensable à la vie. Elle constitue quasiment 60% de notre corps. C'est vrai qu'on est fait d'énormément d'eau. Et vous allez voir sur la répartition qu'il y a même certains organes qui sont, même si on pourrait penser qu'ils sont très durs et très secs, comme les os, qui sont constitués avec un beau pourcentage d'eau. Quels sont les apports recommandés? 2,5 litres d'eau par jour. Alors, 2,5 litres, peut-être effectivement, derrière vos ordinateurs, vous allez vous dire, mais c'est énorme, ça fait du coup presque 2 bouteilles, 2 grandes bouteilles. Non, il faut voir la répartition au niveau des apports. C'est-à-dire qu'il y a 1,5 litre qui vont être apportés par les boissons que l'on va consommer et 1 litre qui vont être apportés avec notre alimentation, puisque nos aliments sont également constitués d'eau. Donc, pour avoir des apports hydriques suffisants, 1,5 litre qui vont être apportés par nos boissons. Et quand je vous parle de boissons, ça va être bien évidemment l'eau que l'on boit, mais le café du matin ou le thé à 10 heures, ou alors si vous prenez également un jus de fruits ou une soupe, un potage, tout ça, ça va rentrer dans ces 1,5 litres pour subvenir à nos besoins, aux besoins de notre corps. Et après, voilà, comme je vous disais, l'autre litre sera apporté par notre alimentation. Alors, à votre avis, quel pourcentage d'eau constitue dans notre corps au niveau de la répartition par organe? Alors là, je vous ai mis une petite planche que je trouve très intéressante. Vous voyez par exemple, vous avez un bébé, un enfant, une femme et un homme. Et à côté, vous avez les pourcentages. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en fait, quand on est, l'eau est très importante, plus que quand on grandit et qu'on devient adulte. C'est-à-dire que la quantité d'eau tissulaire chez un nourrisson va être beaucoup plus importante que chez un adulte. Et d'ailleurs, je m'adresse peut-être aussi aux personnes qui ont eu des enfants. L'eau est très importante chez les nourrissons. Souvenez-vous peut-être quand ils avaient des gastro du risque, quand les médecins vous disaient attention aux déshydratations. Il faut être très vigilant. Vraiment, les tout petits, c'est important que leurs apports en eau soient suffisants et qu'ils ne se déshydratent pas. Pour nos personnes fragiles et vulnérables également. Et en dessous de ce schéma, donc, vous avez une répartition de la contenance, de la teneur en eau par rapport aux organes. Et par exemple, est-ce que vous vous doutiez que les dents étaient composées à 10% d'eau, par exemple, et les os à plus de 20%? Donc même les tissus que l'on peut appeler des tissus durs, des tissus secs, ont quand même un bon pourcentage d'eau. Donc, hydratez-vous, c'est très important. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite. Voilà. Ensuite, donc, on arrive sur les besoins nutritionnels des personnes bien portantes. Alors, pour être en bonne santé, une femme, c'est une moyenne. Après, c'est adaptable par rapport à l'activité physique et par rapport aussi à votre morphologie propre. Mais de façon générale, on peut considérer qu'une femme avec une activité normale devrait consommer à peu près 2000 kcal par jour et un homme 2400 kcal par jour. Alors, je vous explique rapidement pourquoi cette différence au niveau des apports énergétiques. Malheureusement, je ne sais pas, mais les hommes peuvent manger plus que les femmes parce qu'en fait, ils ont une masse musculaire plus importante que celle des femmes. Et le muscle, c'est un organe qui consomme beaucoup d'énergie. Et les femmes, comme elles sont programmées pour faire les bébés, ont aussi des réserves plus intéressantes et donc l'organisme a une masse musculaire moindre, mais par contre des tissus adipeux, donc des réserves plus importantes pour pouvoir faire les enfants. Donc cette différence d'apport énergétique entre les hommes et les femmes, c'est essentiellement lié à la masse musculaire. Voilà, donc messieurs, oui, vous avez la possibilité de pouvoir vous faire un peu plus plaisir que nous. Alors, comment sont répartis ces apports nutritionnels? On a vu tout à l'heure qu'il y a donc 3 nutriments principaux qui nous apportent de l'énergie. Ces 3 nutriments, ce sont les lipides. Les lipides doivent donc représenter 30 à 35% des besoins nutritionnels de la journée. Donc 30 à 35% des 2000 calories pour les femmes, 30 à 35% des 2400 calories pour les hommes. Les protéines, 12 à 15% des apports donc, doivent être sous forme de protéines. Et par contre, la part belle aux glucides, donc 50 à 55%, puisque c'est le nutriment qui va nous apporter l'énergie directement assimilable. Donc, vraiment, pour avoir une alimentation équilibrée, il faut faire la part belle aux glucides, essayer de respecter un équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure, les sucres simples, pas plus de 10%, et ensuite, le reste avec les lipides et les protéines. Et donc là, on aura
une ration équilibrée. Ensuite, la répartition journalière par rapport donc, à ces 2000 et ces 2400 kilocalories. Le petit déjeuner, 25% de la ration. Le déjeuner, 35 à 40% de la ration. Et le dîner, pareil, 35 à 40%. Après, si vous souhaitez faire une collation, le goûter peut être inclus. Dans ces cas-là, souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est 35% sur le déjeuner, 35% sur le dîner et 10% pour une petite collation à 4 heures pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de ce que peut être sur une journée, donc une ration type à 2000 kilocalories. Donc comme vous pouvez le constater, un petit déjeuner, ça va être une boisson, donc par exemple un chocolat chaud si vous voulez boire du lait le matin. Ensuite, sinon un thé, un café, un peu de sucre, un peu de pain, un peu de beurre. Et un peu de confiture, donc un petit déjeuner équilibré. Au niveau de la constitution du repas du midi et du soir, c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de retrouver à peu près les grandes familles des aliments. Donc, vous allez retrouver des protéines, des légumes, féculents, légumineux ou céréales, produits laitiers et l'importance de la crudité aussi à chaque repas pour avoir les apports en vitamines. Nous arrivons à la fin de cette première partie dans laquelle nous avons donc pu voir ce qu'étaient les apports recommandés pour notre organisme et comprendre surtout l'importance de chaque nutriment dans notre corps. Ce que je vous propose avant que l'on passe donc à la seconde partie qui sont donc les besoins nutritionnels spécifiques des personnes en situation de handicap et ou vieillissantes, c'est de faire un petit sondage. Donc, vous allez avoir sur votre écran la possibilité de répondre à un petit sondage en cliquant donc sur, voilà, il s'affiche sur cette barre d'état. On va se donner peut-être une petite minute et demie pour que vous puissiez répondre à ce sondage et c'est intéressant à la fin de faire le point de vos réponses. Allez, je le fais avec vous. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps pour remplir ce petit sondage et on verra ensemble à la fin ce que ça représente au niveau de vos réponses. À présent, donc, on va parler d'un autre point très important que sont les besoins nutritionnels spécifiques, donc des personnes en situation de handicap et ou vieillissantes. J'ai fait le choix effectivement de rassembler peut-être ces deux catégorie donc au niveau des personnes vieillissantes et présentant des handicaps parce que vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Voilà. Alors le premier point que nous allons voir ensemble, c'est les atteintes qui sont liées justement au vieillissement et au handicap. Premièrement, il y a l'altération physiologique. Alors tout ce qui est commun à tout cela, les parties que l'on va voir ensemble, c'est les troubles de la déglutition. Ensuite, il y a le risque de déshydratation qui peut être vraiment un point, c'est un point sur lequel on passera un petit peu de temps parce que ça peut être très rapide en fait chez des personnes en situation de handicap et vieillissantes. Une déshydratation, ça peut avoir des conséquences parfois même irréversibles. Il y a également la fonte musculaire, le trouble des processus de cicatrisation, la fragilité osseuse, effectivement, qui peuvent augmenter les risques de fractures, surtout chez nos seniors, mais aussi chez nos personnes qui sont en situation de handicap et d'autres complications graves qui sont, elles, liées aux troubles du transit. Je pense notamment au risque d'occlusion et au risque de fécalome. Alors, la première partie, texture et déglutition. Donc, le risque de fausse route. Qu'est-ce que c'est une fausse route? Une fausse route, en fait, c'est un accident qui est dû à l'inhalation de matière alimentaire ou de liquide au niveau des voies aériennes. Donc, c'est le liquide, donc les boissons,
ou les aliments vont se retrouver directement au niveau du poumon. Je vous ai fait un petit schéma, je vais vous expliquer. Ici, vous avez un petit schéma anatomique, donc une coupe d'un crâne, et on va voir au niveau du réflexe de la déglutition. Sur votre coche, vous avez 3 petits schémas en vert. C'est quand vous avez une bouchée dans la bouche. Donc, vous voyez, dans un premier temps, la bouchée va rester au niveau du palais. Donc là, la langue va faire son rôle. Il va y avoir la mastication, la malaxation. Et après, la langue va envoyer en arrière-gorge cette bouchée. Et vous avez une espèce de petite virgule, une petite pointe, si vous voyez bien, en bas de la bouchée verte. C'est ce que l'on appelle l'épiglotte. L'épiglotte, en fait, elle a ce rôle, vous voyez sur le schéma, donc on a 2 tuyaux dans la gorge. On a l'œsophage qui est dans l'arrière-gorge et on a la trachée. L'épiglotte, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, l'épiglotte, quand la bouchée arrive, elle va basculer pour fermer l'œsophage, pour fermer la trachée et permettre du coup aux aliments de passer dans l'œsophage. Donc, quand on a un trouble de la déglutition, ce réflexe de déglutition n'est plus fonctionnel, l'épiglotte ne peut plus faire son système de clapet pour permettre de protéger la trachée et du coup, les boissons ou les aliments vont atterrir dans nos bronches directement au niveau de nos voies respiratoires. Quand on a un réflexe de toux et de déglutition qui fonctionne, on va tousser et on va essayer d'expulser ces matières qui ne sont pas passées dans le bon tuyau. Du coup, il faut être très vigilant puisqu'effectivement, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on a justement des personnes en situation de handicap, les altérations neurologiques et aussi chez les personnes vieillissantes peuvent aggraver ces risques de fausse route puisque ce réflexe de déglutition est moins efficace. Alors, quelques petits conseils. Au niveau de ces troubles de la déglutition, importance au niveau de la texture, l'homogénéité. Il faut que la bouchée puisse suivre le chemin. Bien évidemment, il faut éviter tous les aliments qui peuvent être dispersibles, c'est-à-dire les aliments de petite taille qui peuvent partir dans tous les sens dans la bouche. Je pense par exemple à la semoule, au blé ou aux petits pois qui peuvent aggraver les risques de fausse route. Et également, la position de la personne a son importance, puisque comme on a pu le voir sur le schéma, ça suit un chemin anatomique. C'est-à-dire que si à la maison, vous vous occupez de personnes en situation de handicap qui présentent des troubles de la déglutition, pensez à essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus droit possible. Donc, l'importance de l'assise, qu'ils ne soient pas trop avachis ou enroulés, ou alors qu'ils n'aient pas le cours en hyperextension, et justement d'essayer de faire en sorte que le menton puisse être le plus rapproché possible du sternum, donc du thorax, puisque du coup, ça va favoriser le trajet anatomique de la déglutition. Donc, si vous devez aider vos proches à prendre un repas qui a un risque de fausse route, pensez à la posture. Essayez de faire en sorte qu'ils soient bien installés, qu'ils aient le dos bien droit et qu'ils aient la tête qui soit proche au niveau du thorax. Ça va aider à limiter les risques de fausse route. Ensuite, par rapport aux textures, bien évidemment, quand il y a un trouble de la déglutition, on va passer sur des textures hachées ou mixées. Et malheureusement, ça peut avoir une répercussion au niveau de l'appétit, donc de l'appétence, de la sapidité, donc du goût, et peut-être une monotonie qui peut s'installer au long cours. Autre petit souci sur ces régimes à texture modifiée ou adaptée, c'est que comme on est obligé de les hacher ou de les mixer, les apports en fibres sont de moins bonne qualité puisqu'on va couper les fibres ou on va devoir les cuire davantage. Du coup, il va y avoir une diminution de l'efficacité des fibres au niveau du système digestif, donc une majoration des risques de mauvais transit. Et en plus, un petit point mais qui est vraiment important, c'est que dans ces régimes-là, il y a très peu de crudité, c'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir proposer des préparations en mixé ou en haché avec des fruits ou des légumes crus. Je dis que c'est plus compliqué, mais pas impossible. Et de ce fait, les apports en vitamines, notamment en vitamine C, peuvent être impactés par cela. Et parfois, ils doivent être complémentés avec des comprimés de vitamines ou de vitamine C ou d'autres vitamines. Voilà. Et notamment, le risque de diminution d'absorption du fer si on n'a pas suffisamment de vitamine C. Le deuxième risque que nous allons voir ensemble, un risque très important, c'est le risque de déshydratation. Alors, la déshydratation, ça apparaît en fait quand on n'apporte pas suffisamment d'eau à notre corps. Alors, en parallèle, lorsque la quantité d'eau dans notre corps est réduite, ça va être le taux de sucre de sel qui vont être perturbés.
Je précise cela surtout pour les personnes âgées, puisque quand il y a une déshydratation chez les personnes âgées, ça peut entraîner des troubles du comportement. Et là, c'est mon expérience en tant qu'infirmière qui vous parle, c'est-à-dire que parfois, on avait des patients qui étaient en déshydratation, on n'y pensait pas forcément de suite, et à la prise de sang, on s'apercevait que c'était des déshydratations, mais comme ils avaient le taux de sucre ou le taux de minéraux qui avait augmenté au niveau de leur sang, ben, ça pouvait entraîner des désorientations, ça pouvait entraîner une incohérence au niveau du discours, alors qu'en fait, c'était dû à une déshydratation. Donc, c'est pour ça, j'attire votre vigilance quant à l'importance de bien hydrater les personnes dont vous êtes proche aidant, puisque une déshydratation, ça arrive vite et on peut ne pas s'en rendre compte. Du coup, si vous voyez qu'il commence à y avoir un discours désorienté ou un trouble du comportement, quelque chose qui n'est pas habituel, pensez peut-être que ça peut venir d'un manque d'apport hydrique. Et une déshydratation, quand elle est sévère, ça peut entraîner la mort. On meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. On meurt de soif en quelques jours, en 48 heures, même il me semble qu'on meurt de soif. Tandis que de faim, on a quand même des réserves, on peut tenir plusieurs semaines. Ensuite, alors, par rapport au vieillissement, ou handicap, donc les personnes peuvent être moins capables de s'hydrater. C'est pour ça qu'il est important que vous pensiez à leur proposer des temps fixés dans la journée où vous allez leur donner à boire. Donc, pensez à peut-être le thé le matin, le café ou ce qu'ils aiment. Des personnes, après, en fonction de leur goût, c'est vous qui les connaissez. Mais n'hésitez pas, en moyenne, toutes les 2 heures, à leur proposer à boire. Un verre d'eau, un bouillon, quelque chose, une boisson, un soda, un jus de fruits, mais hydratez-les. Pour les troubles de la déglutition, pensez aussi aux eaux gélifiées qui apportent une quantité d'eau très intéressante, c'est-à-dire que dans une coupe d'eau, c'est comme un petit verre d'eau, il y a un gonflement effectivement dû au gélifiant, mais les petites coupelles qu'on peut trouver ou un verre d'eau, ça apporte quand même 150 à 200 millilitres d'hydratation. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a des arômes différents. Donc, pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, ces petites astuces avec les eaux gélifiées, ça permet quand même pour pas risquer de troubles. Ça peut aller que les personnes ne puissent pas dire qu'elles ont soif. Donc, c'est vraiment l'entourage qui devons être vigilants par rapport à tout cela, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, un manque en eau, donc une déshydratation, ça peut rapidement amener peut-être même à une hospitalisation. Hein. Donc, il y a les vertiges, il y a l'hypotension, il y a le risque de constipation, bien évidemment, les désorientations et l'anurie, c'est quand les reins commencent à être en souffrance et là, il n'y a plus d'urine. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Alors, le point que nous allons aborder maintenant, c'est la dénutrition protéino-énergétique. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais il est vrai que chez les personnes, chez les seniors et les personnes en situation de handicap, il peut y avoir ce déséquilibre au niveau des apports entre les besoins de notre organisme et ce qu'apporte notre alimentation. Et la dénutrition protéino-énergétique, c'est quand notre alimentation n'apporte pas suffisamment de protéines et d'énergie. Et de ce fait, il va y avoir des répercussions sur notre corps que vont être la fonte musculaire, l'asthénie et la fatigue. On peut avoir de grandes fatigues justement parce qu'on n'a pas des apports suffisants. Et également la diminution des défenses immunitaires chez des personnes qui sont déjà fragiles. Alors, par rapport à la dénutrition, enfin à ce risque de dénutrition protéino-énergétique, il est important de veiller à ce que l'alimentation soit de bonne qualité et en quantité suffisante. Pour cela, tout à l'heure, je vous parlais que pour une personne normale avec une activité normale, il valait mieux rester sur 1 gramme d'apport conseillé en protéines par rapport au poids idéal. Pour les personnes qui sont chez nos seniors et les personnes en situation de handicap, il faut majorer ces apports, c'est-à-dire qu'il faut les augmenter jusqu'à 1,5 grammes par kilo du poids idéal, puisqu'ils vont avoir malgré tout des besoins augmentés pour limiter tout ce qui est la fonte tissulaire. Ils ont quand même leur organisme avec les pathologies et le vieillissement, ils vont malgré tout avoir des besoins augmentés. Alors c'est assez paradoxal parce que des fois ils ont besoin de moins d'énergie, mais par contre au niveau des protéines, ils sont beaucoup plus touchés par la fonte musculaire que nous. Il faut donc privilégier
les apports protéiques en haute valeur biologique. Qu'est-ce que c'est les hautes valeurs biologiques? C'est ceux qui ne présentent pas de carence en acides aminés essentiels. Donc, les protéines d'origine animale, et je pense notamment aux produits laitiers, peut-être qui peuvent être une façon intéressante d'apporter des protéines de bonne qualité sans forcément avoir le côté peut-être difficile de la viande. Mais sinon, tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers, et n'oublions pas les légumineux et les céréales qui apportent très bonnes protéines de valeur biologique. Au moins une portion, alors VPO c'est viande, poisson, œufs par jour, à compléter avec des produits laitiers, des céréales et des légumineux. Alors, il y a des petites astuces pour pouvoir enrichir les rations, puisque si à la maison, vous avez justement, si vous accompagnez des personnes, donc des seniors ou des personnes en situation de handicap, il y a des petites astuces, s'ils n'ont pas un très gros appétit, pour pouvoir enrichir les rations. Alors, les œufs. Par exemple, un œuf battu dans une préparation, je pense notamment aux quiches, aux flancs ou alors aux mousses, ça permet d'enrichir les apports en bonnes protéines. Il y a également des petites portions de fromage fondu qui sont faciles à mettre dans une purée ou dans les pâtes ou alors le fromage râpé. C'est-à-dire que ça apporte vraiment quand même de bonnes rations en protéines. Souvenez-vous tout à l'heure, une portion de fromage, ça apporte 6 grammes de protéines. C'est du concentré, en fait. Et vous avez également tous les potages à base de légumineux qui sont très intéressants. Les potages de pois cassés, de lentilles, ça va être aussi des apports très intéressants. Vous préparez par exemple un potage de pois cassés, vous mettez du fromage râpé ou un petit fromage fondu à l'intérieur. Du coup, ça fait quand même un apport de plusieurs grammes de protéines sur une petite préparation. C'est condensé. Pareil au niveau des hors-d'œuvre, je pense à nos seniors qui justement peut-être peuvent être un peu gourmands parfois. Pensez aux œufs mimosa, aux terrines de poisson ou aux charcuteries. Ce sont des hors-d'œuvre qui sont très riches en protéines et qui du coup vont avoir un impact positif au niveau de leur organisme. Maintenant, nous allons parler du déficit calcique, puisque malheureusement, c'est aussi quelque chose qui touche énormément ces populations fragiles, et je pense à la fragilité osseuse qui en suit et au risque de fracture. Le déficit calcique, cette fragilité osseuse, c'est surtout les maladies qui touchent au niveau du squelette. Alors, c'est caractérisé par quoi? Bon, bien évidemment, il y a l'ostéoporose. Nous, femmes, on est peut-être un petit peu plus concernées puisque lorsque nous arrivons à la ménopause, nous avons la masse osseuse qui diminue. Mais pas que, messieurs également, vous êtes touchés par cette diminution de la densité osseuse quand vous vieillissez. Et il y a également une chose qu'il faut, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais malheureusement, le manque d'activité physique et l'allaitement prolongé fragilisent la qualité de nos os. C'est-à-dire que quand on ne peut pas avoir une activité physique suffisante, malheureusement, on fixe moins bien le calcium et on se retrouve avec une fragilité osseuse qui peut augmenter les risques de fracture. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a tous les processus du vieillissement des os qui font qu'il peut y avoir un manque de calcium, bien évidemment, quand on est en phase de ménopause, quand il y a le manque d'œstrogène. Comme je vous le disais, les allaitements prolongés et attention également au manque d'activité physique et à la carence en vitamine D qui permet la fixation du calcium sur nos os. Vitamine D, on la retrouve au niveau des produits laitiers et des poissons gras. C'est une vitamine qui est liée aux lipides d'origine animale. Et notre peau, on synthétise de la vitamine D, 20% sont synthétisés avec le soleil. Donc, l'exposition au soleil est intéressante. Alors, par rapport aux apports calciques, pour couvrir nos besoins en calcium, il faut consommer au moins 3 produits laitiers par jour. Donc, un le matin, un au repas du midi et un le soir, c'est l'idéal. Ne pas hésiter concernant donc les personnes vieillissantes en situation de handicap à enrichir les préparations avec des laits et du fromage pour enrichir les apports calciques. Consommation également de fruits oléagineux, donc ça vous savez ce sont les amandes, les noisettes, les noix. Toute cette famille-là contient également du calcium et de la vitamine aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était que dans les aliments d'origine animale, mais non, puisque dans les fruits oléagineux aussi, on trouve de la vitamine D. Les fruits secs aussi, qui peuvent contenir du calcium, les poissons et les fruits de mer. Et également, on retrouve dans les légumes à feuilles vertes du calcium. L'augmentation des apports calciques, bien évidemment, on peut le compléter avec des petits sachets de vitamine D pour fixer le calcium. Au niveau de la vitamine D, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est très importante, cette vitamine, dans le fait qu'elle favorise l'absorption du calcium. 80%, ah oui, voilà, je vous disais une erreur tout à l'heure, 80% synthétisé par la peau et 20% par les apports alimentaires. Importance, du coup, d'avoir une exposition quand même à la lumière et au soleil.
Donc, les sources, comme je vous disais, bien évidemment, essentiellement, ça va être sur les poissons gras. Souvenez-vous, peut-être quand vous étiez petit, l'huile de foie de morue, ben, c'est pas pour rien, l'huile de foie de morue, en fait, c'était important par rapport aux apports en vitamine D. Au niveau du goût, c'est assez particulier. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ce goût, mais il fallait pouvoir l'avaler. Cependant, dans les poissons gras, donc les sardines, les harengs, les maquereaux, le saumon, vous trouvez de la vitamine D et dans les abats également en quantité importante. Maintenant, nous allons parler peut-être de ce qui me semble le plus important, ce sont les troubles du transit et de la digestion. Alors, au niveau des troubles du transit, il y a deux troubles sur lesquels je voudrais qu'on prenne un petit temps. Ça va être les risques de régurgitation, donc les RGO, ce sont les reflux gastro-œsophagiens qui peuvent entraîner des remontées acides non volontaires. En fait, c'est le contenu de l'estomac qui va remonter au niveau de l'œsophage et de la bouche, comme les bébés quand ils régurgitent, sauf que quand on est adulte, c'est un contenu gastrique beaucoup plus acide, donc qui peut brûler, qui peut entraîner du coup des nausées, des vomissements. Et bien évidemment, dans un deuxième temps, on parlera des diarrhées, de la constipation. Alors, par rapport au reflux gastro-œsophagien, quelle prévention? Il y a évidemment, je pense que vous avez peut-être déjà tous vu, des traitements médicamenteux. Alors, je pense au pansement gastrique, je pense au Gaviscon par exemple, tout ce qui permet de tapisser la paroi de l'estomac pour limiter l'acidité dans ce reflux. Alors, les IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, excusez-moi, là c'est l'infirmière qui l'a écrit. Ça va être tout ce qui est l'Inexium, le Mopral, tous ces petits comprimés que vous pouvez prendre aussi, même quand parfois vous avez des traitements anti-inflammatoires, c'est pour diminuer la sécrétion d'acide gastrique. Donc ça, c'est peut-être des traitements que vous retrouvez dans les médicaments de vos proches. Alors, des petites choses toutes simples pour essayer de limiter ce reflux gastro-œsophagien. Déjà, la position de la personne. Afin de limiter ces risques de reflux, c'est intéressant d'avoir quand même un bon positionnement de la personne. C'est-à-dire que après le repas, par exemple, on ne va pas l'allonger de suite parce qu'en allongeant la personne, s'il y a des besoins de sieste, on va attendre un petit peu parce que si on l'allonge, forcément, ça va favoriser ce reflux et ça va du coup déclencher des douleurs et des acidités qui peuvent être vraiment très, très douloureuses pour la personne. Ce que je vous recommande, c'est que dans ces cas-là, si vraiment votre proche a besoin de se reposer après le repas, vous ne l'allongez pas directement, vous le mettez en position demi-assis, c'est-à-dire que vous le redressez un petit peu avec des oreillers ou alors parfois on peut redresser les dossiers des lits et d'attendre au moins une demi-heure, histoire que la vidange de l'estomac puisse commencer à se faire doucement et que les sécrétions de sucre gastrique soient terminées. La nuit également, pas forcément dormir à plat. Il faut savoir que la nuit, notre estomac, il sécrète les sucs gastriques et que du coup, on peut avoir des remontées acides. Dans ces cas-là, je vous conseille de garder quand même une inclinaison d'à peu près 30 degrés au niveau du lit de la personne. Vous pouvez faire à l'aide de coussins que vous pouvez soit mettre directement sous le dos de la personne ou même les glisser sous le matelas si ça dérange la personne. Ensuite, il faut essayer de prévenir au maximum les déformations au niveau de la colonne vertébrale. Et là, je m'adresse plus aux personnes qui ont des proches en situation de polyhandicap, parce que malheureusement, ces risques de déformation sont assez prédominants sur l'évolution de ces pathologies. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait donc des accompagnements avec des professionnels, donc des médecins rééducateurs ou des orthoprothésistes, pour peut-être avoir des dispositifs donc orthopédiques pour permettre de limiter ces déformations. Ensuite, il y a également le fait de limiter les pressions sur l'estomac, c'est-à-dire de ne pas avoir des ceintures trop serrées, de ne pas avoir des habits qui peuvent comprimer au niveau de la pression abdominale, ou alors au niveau des personnes qui sont malheureusement atteintes de troubles du polyhandicap, ils peuvent avoir tendance à replier leurs membres sur leur thorax et parfois ça va appuyer au niveau de l'abdomen et ça peut favoriser les régurgitations et les reflux. Et évidemment, si vous avez la possibilité de diminuer la consommation d'aliments acides, alors les aliments acides, c'est tout ce qui va être bien évidemment tous les jus acides, les jus de citron, les jus d'orange, mais aussi le café. Il faut savoir que le café, ça va stimuler au niveau des sécrétions gastriques la théine ou les épices trop fortes. Donc, si vous avez dans votre entourage une personne qui est sensible aux acidités, je vous recommande quand même de peut-être pas y aller trop fort sur les épices et sur tout ce qui peut être stimulant gastrique. Voilà pour tout ce qui était au niveau des troubles de régurgitation. Maintenant, on va parler des troubles du transit et l'un des plus importants, il me semble, c'est la constipation.
La constipation, qu'est-ce que c'est? C'est un ralentissement du transit et de l'exonération des selles, donc du coup de la défécation, qui peut être responsable d'une rétention de sel et la formation d'un fécalome. Un fécalome, qu'est-ce que c'est? C'est un agglomérat de matière fécale déshydratée qui va rester coincé dans notre tube digestif. Et du coup, à partir de là, il va y avoir une occlusion de notre tube digestif qui va entraîner, on appelle ça un syndrome subocclusif, pouvant aller jusqu'à une hospitalisation et pouvant malheureusement parfois entraîner la mort de la personne. Et vraiment, on va prendre un temps sur ce point parce que les risques subocclusifs, ça peut aller très très vite et on peut ne pas s'en apercevoir de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsqu'il y a une constipation, il peut y avoir ce que l'on appelle des selles pseudo-diarrhéiques, c'est-à-dire que la personne peut continuer à avoir des selles, mais ça va être des selles liquides. Le problème, c'est que ça c'est la lumière du tube digestif. Imaginez, il y a un fécalome, ça va boucher en partie, mais ça ne va peut-être pas boucher la totalité, ce qui signifie que des matières liquides, donc l'eau et quelques petites matières, vont pouvoir continuer à passer au niveau du tube digestif et à être évacuées. Donc, vous allez avoir des selles, mais des selles très liquides avec des morceaux. Alors, je sais que ce n'est pas très ragoûtant ce que je vous dis, mais je vous dis juste d'être vigilant. Si vous constatez, quand vous avez votre proche, qu'il a des selles fréquentes, très liquides, avec des morceaux, soyez vigilant parce qu'il se peut qu'il ne soit pas en diarrhée, mais qu'il soit constipé à un stade déjà avancé de subocclusion. Donc, si vous avez le doute, passez un coup de fil à votre médecin et vous lui demandez conseil. Ensuite, par rapport aux mesures hygiéno-diététiques, il y a quelques petites astuces pour effectivement favoriser un bon transit. Qu'est-ce que c'est aussi qui est très important dans un premier temps? C'est l'eau, parce que c'est l'eau qui va permettre de former des selles correctes tout au long du transit. Du coup, vous avez également l'importance des sels minéraux, notamment le magnésium. Donc, vous entendez sûrement à la télé les eaux qui sont riches en magnésium, on en fait la part belle pour le transit. Et effectivement, le magnésium, c'est un sel minéral qui va avoir une action sur la motilité intestinale, c'est-à-dire que ça va aider à faire avancer les matières dans notre tube digestif. Ensuite, très important aussi de varier les apports en proposant des jus de fruits ou autres boissons, parce qu'effectivement, boire de l'eau, peut-être que chez les personnes de votre entourage, ce ne sera pas la boisson la plus facile à leur faire prendre. Ensuite, par contre, c'est bien si vous avez des personnes qui ont des risques de constipation, de limiter les boissons diurétiques. Diurétiques, c'est celles qui nous font faire pipi. Donc, le café, le thé, la bière et l'alcool, ça a tendance à déshydrater. Donc, à consommer, mais avec raison. Ensuite, si problème de déglutition et de fausse route, bien évidemment, ne pas hésiter à épaissir les eaux. Comme je disais tout à l'heure, les eaux gélifiées qui existent maintenant sur plein d'arômes différents, ça peut être une bonne aide pour avoir un apport suffisant et avoir un bon transit. Ensuite, bien évidemment, une alimentation riche en fibres, puisque les fibres sont les éléments essentiels pour la constitution des selles. Donc, consommation de fruits. Il y a certains fruits, effectivement, qui peuvent augmenter tout cela, les figues, les pruneaux, mais aussi les amandes, les noix de coco. C'est très riche en fibres, tout ça. Ensuite, bien évidemment, les légumes frais, les épinards, les petits pois, toutes les légumineuses, toutes ces légumineux qui ont une enveloppe. C'est très riche en fibres également. Les lentilles, donc je vous disais les légumes et les fruits secs. Et favoriser aussi tout ce que sont les céréales complètes, puisque les enveloppes de céréales sont extrêmement riches en fibres et de fibres de très très bonne qualité. Donc du pain complet, des pâtes complètes et du son d'avoine évidemment si vous pouvez. Alors, par rapport aux mesures hygiéno-diététiques, les petites habitudes au quotidien. Là aussi, c'est quand vous avez vos proches à la maison, essayez, si vous le pouvez, de faire une installation aux toilettes à heure régulière parce que ça va aider au niveau de l'évacuation des selles. Et la posture, la position également très importante, c'est-à-dire que quand vous les mettez sur les toilettes, pensez, si vous avez un petit réhausseur, un petit marchepied, à le glisser sous leurs pieds parce que quand on relève les jambes, ça permet d'avoir le trajet anatomique au niveau de l'excrétion. Ça facilite vraiment pour les aider à aller à la selle. Vous avez également les massages du ventre qui aident énormément. Donc, vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, ça va aider, ça va diminuer les douleurs abdominales et ça va aider à avoir un bon transit. Et ensuite, tout ce qui est l'activité physique, c'est-à-dire que notre corps aussi, pour que les intestins puissent fonctionner normalement, l'activité physique va favoriser
un bon transit. Donc, si vous avez la possibilité peut-être de les faire marcher un petit peu, ou en tout cas la position verticale peut aider aussi à avoir un bon transit. Maintenant, on va parler des risques de diarrhée, qui est aussi un risque important. Qu'est-ce que c'est qu'une diarrhée? C'est une émission de sel trop fréquente, trop abondante et de consistance anormale. On parle donc là de sel liquide et de sel molle. Il faut qu'il y ait au moins 3 épisodes de sel à la suite pour avoir une diarrhée, donc de sel molle à la suite pour avoir une diarrhée. Le plus souvent, c'est causé par quoi? Ça peut être dû à une infection, c'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui se développe au niveau du tube digestif et du coup, ça peut entraîner des diarrhées, mais il y a également, comme je disais tout à l'heure, attention aux fausses diarrhées. Soyez vigilants parce que le fécalum peut faire penser à des diarrhées, or ce n'est pas ça. Si c'est une cause infectieuse, bien évidemment, là c'est le médecin, on fait un petit prélèvement pour voir si c'est une bactérie et on envoie au laboratoire. Alors, les traitements, c'est surtout lié sur la réhydratation de la personne, puisque la diarrhée, c'est une perte d'eau pour notre organisme. Nos intestins ne peuvent plus assimiler l'eau. Dans ces cas-là, il faut penser à donner à boire à la personne et à avoir une réalimentation progressive avec un régime pauvre en fibres, parce que les fibres peuvent être irritantes pour des intestins qui sont fragilisés. Donc, pendant quelques temps, on met de côté les fruits secs, les légumes et les céréales complètes, le temps que les intestins se refassent une santé. Exclusion également de tout ce qui est les boissons lactes, parce que les polyols, ça entraîne des diarrhées, et le lactose aussi, le sucre qui est présent dans le lait, ça peut favoriser les risques de diarrhée. On arrive à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai été claire dans mon discours, que ça n'a pas été trop long ni rébarbatif. Et avant tout, pour terminer, je vous dirais que manger, c'est évidemment être en bonne santé, manger de tout en quantité raisonnable, penser à s'hydrater de façon suffisante, être dans un environnement calme et convivial et avant tout se faire plaisir. Voici quelques sources et références que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé pour avoir des infos sur une bonne alimentation. Et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on va passer sur la partie questions-réponses et sur peut-être les résultats aussi de votre sondage. Alors, au niveau des questions, les questions que j'ai pu avoir, c'est des parents d'un jeune adulte polyhandicapé qui me posait la question des jus de fruits le matin dans les institutions qui peuvent être donnés par rapport à la qualité des apports. Alors, moi, je ne peux parler que de l'établissement sur lequel je travaille, mais en tout cas, il est certain que le jus de fruits que l'on donne le matin, notamment sur notre établissement, on essaye de plus en plus de tendre vers une qualité au niveau des jus de fruits, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des jus de fruits 100% pur jus, puisqu'il y a tout plein de gammes au niveau des jus de fruits. Je pense que vous le voyez quand vous allez faire vos courses. Et effectivement, quand on n'a pas trop l'habitude de lire les étiquettes, on ne fait peut-être pas trop la différence entre tel jus d'orange ou tel jus d'orange. Le seul petit conseil, et là c'est la nutritionniste qui vous parle, lisez les étiquettes. Lorsque vous voyez que c'est à base de jus de concentré, ne tendez peut-être pas trop vers ces produits-là qui peuvent avoir une contenance en sucre qui est très élevée, qui peut aller jusqu'à 15-20% parfois. Allez peut-être plutôt vers des purs jus ou vraiment même des fruits pressés, si vous avez la possibilité, qui là au moins vous avez la garantie quand c'est du 100% pur jus qu'il n'y a que le fruit qui est présent et qu'il n'y a pas eu du coup d'ajout en sucre. Concernant en tout cas nous, notre établissement, on tend de plus en plus à aller vers des 100% pur jus. Alors, je ne sais pas, par contre, je ne peux répondre que pour la maison d'accueil spécialisée des Acacias, mais je pense que de toute façon, on est de plus en plus vigilant, et là, je parle en tant que cadre de santé, sur la qualité des produits alimentaires que l'on apporte à nos résidents. En tout cas, nous, je sais que notre collaboration sur l'établissement des Acacias est vraiment très importante et on va dans ce sens sur la qualité des produits par rapport à l'alimentation collective. Alors, ensuite, donc, mon fils est autiste et il est très sélectif. Il ne mange que quelques aliments sélectionnés. C'est une autre question donc, que j'ai eue, notamment au niveau des couleurs. Donc, apparemment, il ne mange que les couleurs vertes et rouges. Alors là, comment puis-je faire pour qu'il ait les apports suffisants pour convenir à ses besoins? Effectivement, ce n'est pas évident puisque dans les troubles du comportement, parfois, il est vrai qu'on peut avoir des personnes, des résidents qui vont ne manger que certaines catégories d'aliments. Et là, notamment, donc, pour cette famille, effectivement, dont l'enfant
a une tendance à ne manger que des aliments de couleur rouge ou verte, je vous dirais déjà, rouge et vert, c'est plutôt bien parce qu'il y a les fruits, les légumes qui ont ces couleurs-là. Mais alors là, je vous dirais, trouver des astuces. Et donc, trouver des astuces, ça va être de cuisiner maison et utiliser les colorants naturels, les colorants que vous pouvez trouver. Des petites choses simples, je pense notamment tout ce qu'il y a à base de produits laitiers ou à base d'œufs, ça se teinte très facilement. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas, par exemple, de carence au niveau des protéines, vous pouvez faire une brouillade d'œufs et mettre à l'intérieur du colorant ou alors faire un flan et le teinter avec du jus de fraise pour qu'il y ait peut-être cette couleur que votre fils affectionne tant pour manger, donc le vert ou le rouge. N'hésitez pas non plus au niveau des purées de légumes, je pense à la purée de brocoli qui va être verte, de pouvoir le mélanger aux autres compositions. Par exemple, si vous mixez une escalope de dinde et que vous le mélangez à une purée de brocoli, si votre fils ne va manger que des aliments de couleur verte, ça lui permettra d'avoir sa part de légumes, bien évidemment, mais d'avoir aussi sa part de protéines. Donc là, je vous dirais, mettez la toque, passez en cuisine et trouvez des astuces avec des colorants ou alors en mélangeant avec des fruits et des légumes mixés ou hachés. Alors, est-ce que les smoothies sont efficaces pour les personnes qui n'aiment pas les fruits? Alors, oui, les smoothies sont efficaces pour les personnes qui n'aiment pas les fruits. Tout dépend toujours, encore une fois, de la qualité de comment vous allez préparer votre smoothie. C'est-à-dire que pour avoir un apport optimal en vitamines, en sels minéraux que l'on retrouve dans les fruits, les smoothies vont totalement tenir ce rôle si ce sont des fruits frais mixés. La seule petite perte qu'il va y avoir, ça va être au niveau des fibres, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on va mixer, hacher les fruits crus, les légumes crus, on va couper ces fibres et de ce fait, elles auront une efficacité moindre. Maintenant, si vous ne pouvez pas manger de fruits ou si votre proche ne peut pas manger de fruits mais qu'il aime les smoothies, c'est une bonne alternative pour avoir de bons apports hydriques et de bons apports vitaminiques. Alors, d'autres questions. Que pensez-vous de l'alimentation d'aujourd'hui? Quid du bio? Alors là, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que je trouve de l'alimentation aujourd'hui de façon générale? Alors, je vais peut-être avoir un regard critique sur notre société, mais je trouve malheureusement que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir se nourrir de façon saine dans notre société. Pour plusieurs raisons, bien évidemment, c'est d'une part peut-être par nos rythmes de vie qui font qu'on consacre moins de temps à la cuisine, tout simplement. Et aussi de par toute cette diversité d'offres que l'on retrouve au niveau de l'agroalimentaire. J'entends par là que quand on fait nos courses au supermarché, c'est très difficile de s'y retrouver parce qu'on a tellement de choix de produits qu'il faut, à mon sens, être vigilant parce que malheureusement, les lobbying les grands lobbying au niveau des agro-industriels ne vont pas forcément dans le sens de la bonne santé. Et le conseil que je vous donnerai, c'est soyez curieux. Allez lire les étiquettes, regardez les compositions nutritionnelles, puisque maintenant vous savez un petit peu ce que représentent les différents nutriments. Et il y a le Nutri-Score à présent qui est de plus en plus développé sur les aliments qu'on trouve en supermarché. Je vous invite à vraiment regarder ces Nutri-Score. Concernant le bio, je suis favorable personnellement au bio. Maintenant, il faut en prendre et en laisser parce que bio, oui, mais pas bio n'importe comment. C'est-à-dire que bio, souvent, ça a un coût. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a une majoration souvent de 15 à 20% des produits de matière pour le bio au niveau de l'alimentaire. Et bio, je pense que c'est plutôt être responsable dans notre façon de nous alimenter plutôt que dans le bio. Bien évidemment, c'est mieux pour la terre, pour l'écologie. Ensuite, il faut voir, c'est-à-dire si vous achetez, par exemple, votre produit bio, je pense aux bananes, aux tomates, ou alors aux avocats, et ils ont traversé la moitié de la planète, je me dis, au niveau de l'éthique, le bio, oui, il est, puisque du coup, au niveau de l'écologie, il y a une répercussion, bien évidemment, par rapport à tout cela. Donc, le bio, oui, bien évidemment, pour la santé, par rapport au risque de pesticides, tout cela, mais il faut le faire de façon raisonnée et intelligente. Et dans ces cas-là, le bio, il faut savoir qu'en France, c'est très légiféré, mais concernant les produits bio qui peuvent venir d'autres pays, on va vous vendre du bio, mais on n'est pas tellement sûr de la qualité au niveau de l'agriculture. Donc,
lisez les étiquettes, peut-être essayer de favoriser les producteurs, je vous dirais peut-être essayer de manger local aussi et d'être vigilant par rapport aux produits que vous utilisez. Alors, y a-t-il un risque avec les boissons gazeuses? Le risque que je verrais au niveau des boissons gazeuses, ce serait si ce sont des sodas avec du sucre. C'est-à-dire que les boissons gazeuses peuvent avoir des apports énergétiques très importants. Souvenez-vous tout à l'heure la canette de Coca qui contenait 35 grammes de sucre. C'est vraiment une grande quantité. Ça fait l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Alors, les boissons gazeuses qui sont riches en sucre, les sodas, oui, bien évidemment, ça peut avoir un risque au niveau de la santé. Par contre, les boissons gazeuses qui sont light, maintenant ils en font de plus en plus, peuvent être consommées avec un impact bien moindre au niveau des effets nocifs pour la santé. Je ne suis pas non plus super fan des boissons gazeuses light, pour la simple et bonne raison, comme je vous disais tout à l'heure, déjà ça entretient l'envie de sucre, c'est-à-dire que quand on boit des boissons sucrées, on va avoir envie d'en boire encore plus derrière, et en plus, ce sont donc ces faux sucres qui peuvent avoir une action sur le transit. Si vous en consommez vraiment beaucoup, vous risquez d'avoir un petit peu des risques de diarrhée en fait derrière. Donc les boissons gazeuses, les sodas avec parcimonie, si elles sont light, pourquoi pas si ça reste raisonnable. Par contre, moi, j'aurais une chose qui peut être intéressante, ce sont chez les personnes qui commencent à avoir des troubles de la déglutition. Par contre, les boissons gazeuses, ça peut être intéressant parce que ça stimule au niveau de la langue et souvent, quand on a des personnes qui sont au tout début des troubles de la déglutition, ça peut être intéressant de leur donner de l'eau gazeuse parce qu'ils feront moins de fausses routes parce qu'en fait, les bulles vont stimuler la langue et ça va permettre d'avoir un schéma anatomique au niveau du réflexe de déglutition qui va mieux fonctionner. Donc oui, là, ça peut être intéressant si par exemple vous avez des personnes dans votre entourage qui commencent à présenter ces petits troubles de fausse route. Le mieux, c'est quand même de faire un bilan de déglutition, mais les eaux gazeuses peuvent favoriser une bonne déglutition des liquides. Alors, mon fils mâche trop peu. Il avale tout entier. Quelles sont les conséquences sur la digestion? Alors, effectivement, au niveau des troubles du comportement, c'est quelque chose que l'on rencontre assez souvent. Le fait de manger vite avec gloutonnerie, parce que le grand problème, effectivement, la mastication, ça a son importance. C'est-à-dire que au niveau, si on a des dents, c'est pas pour rien, c'est que ça a une utilité au niveau de la digestion. Votre fils qui mange trop vite, je pense que ça doit malheureusement lui déclencher des douleurs abdominales, puisque dans ces cas-là, les aliments n'auront pas eu cette première étape de mastication, ce qui signifie qu'ils vont être plus difficiles à digérer. Ils vont demander un travail au niveau de nos intestins qui est un petit peu plus complexe. Donc oui, ça peut avoir des conséquences sur son bien-être au niveau de son système digestif, puisque du coup la digestion va être moins efficace. Il risque d'y avoir des douleurs abdominales et des risques de ballonnement, puisque lorsqu'on mange vite, on a tendance à aspirer trop d'air et cet air va se répercuter au niveau de tout notre transit et on peut avoir des douleurs intestinales chez les personnes présentant des troubles du comportement ou même les personnes du polyhandicap qui ont une alimentation un peu gloutonne sur des ballonnements qui peuvent être extrêmement douloureux. Alors, au niveau des apports, j'allais vous dire, notre système digestif, il est quand même plutôt bien fait, c'est-à-dire que votre fils, a priori, peut avoir quand même des apports qualitatifs suffisants. Là où vraiment je vous mets en garde, c'est par rapport aux douleurs abdominales que vous pouvez avoir quelques heures après le repas. Donc, si vous pouvez essayer de trouver une rythmicité adaptée au niveau du repas en lui proposant des petites quantités au fur et à mesure ou en lui proposant de lui servir l'entrée, d'attendre qu'il l'ait prise, d'attendre un petit temps avant de lui servir le reste. Là, je vous dirais, je pense que ça va plus se jouer sur la temporalité au niveau du repas en lui proposant des petits temps avec des petites quantités. Voilà. Ensuite, au niveau des questions qui ont été posées, donc je m'occupe de mon père âgé de 93 ans. Il mange en texture mixée. Depuis qu'il mange en mixé, il a perdu du poids et il a perdu l'appétit. Comment puis-je l'aider à retrouver l'envie de manger? Alors là, effectivement, c'est une question très pertinente puisqu'effectivement, votre papa a 93 ans, donc vous vous en occupez avec une texture modifiée donc sur du mixé ou du haché. Comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de l'appétence, donc de l'envie de manger, souvent c'est assez terne et monotone, donc il y a une perte d'envie de se nourrir et de manger. Dans ces cas-là, je vous l'expliquais tout à l'heure, n'hésitez pas
à enrichir les rations de votre papa avec des petites choses toutes simples. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il y a pour augmenter les rations en énergie et en acides gras de bonne qualité, vous pouvez mettre par exemple une cuillère d'huile d'olive quand vous lui faites une purée ou quelque chose. N'hésitez pas à ajouter une cuillère de crème fraîche, une cuillère d'huile d'olive ou tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, pour avoir des apports protéiques de qualité et en quantité suffisante, enrichissez les rations. Et là, j'en reviens à peu près à la même chose. Prenez du temps pour cuisiner maison. Parce que quand vous cuisinez maison, vous savez ce que vous mettez dedans, donc vous êtes sûr de la qualité de vos ingrédients et vous pouvez reprendre les recettes, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter au niveau des apports qualitatifs et nutritionnels en ajoutant des petites choses, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de matière grasse, un petit peu de fromage, ou du sucre, même quand ça va être, s'il a perdu du poids, si vous voulez enrichir avec du miel dans les préparations ou du sucre, vous pouvez le faire, ou alors même de la confiture. Mais là, pour votre papa, je pense qu'il est très important de pouvoir enrichir ses rations et pour lui donner un peu plus envie de manger, jouer sur les couleurs. C'est-à-dire que comme vous ne pouvez plus jouer sur les textures puisque votre papa doit manger en mixé, essayez de varier au niveau des couleurs et pour cela, il y a une aide qui est très précieuse, ça va être les épices. N'hésitez pas à colorer les préparations. C'est-à-dire que si par exemple vous faites du riz mixé, vous pouvez mettre un peu de curry à l'intérieur. Si vous faites un poulet au curry par exemple maison, vous pouvez tout à fait faire mixer le riz pour avoir une consistance plus mixée, plus lisse. Et vous pouvez donc, de par la couleur, il y aura la couleur jaune qui peut être appétissante, les odeurs aussi, bien évidemment, ça donne faim quand on a un bon plat qui sent bon. Jouer aussi donc sur les couleurs, sur les odeurs, sur l'aspect, sur tout ce qui peut mettre en appétit, ne pas mélanger les aliments et même avoir une jolie présentation dans l'assiette. Tout simplement, si vous pensez à mettre le petit brin de persil, même s'il ne le mangera pas, mais sur la texture. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être préparées en mixé ou en haché. On a la chance maintenant de trouver très facilement dans le commerce des épaississants qui sont faits à base d'algues, je pense notamment à l'agar-agar, mais ou même d'autres choses qui tiennent à la cuisson, sans que ça ait une texture trop collée, trop pâteuse, ou même des bouillons que vous pouvez épaissir. Et ça vous permet du coup de faire tout un tas de préparations beaucoup plus appétissantes que celles qu'on trouve dans le commerce pour pouvoir stimuler l'appétit. Par exemple, nous, je sais que sur l'établissement, on a la chance d'avoir une équipe de cuisiniers qui préparent sur place. On est très vigilant par rapport justement à la qualité de l'appétit, de la mise en appétit. Et par exemple, ce midi, je vous parle juste de ce midi, ils ont eu en hors d'œuvre, c'était de la laitue donc, qui avait été mixée après, qui avait été liée avec un bouillon où il y avait donc des gélifiants. Mais je vous garantis que c'était vert, c'était frais, c'était appétissant. Ou alors, ils ont eu, pareil, l'ananas mixé, c'est jaune. Alors, en plus, vous rajoutez une petite cuillère de miel. C'est délicieux, ou de la cannelle, jouez avec les épices. Et si vous trouvez que c'est trop lisse, que justement ça peut être dangereux parce que c'est trop liquide, allez dans tous les magasins spécialisés ou même en pharmacie et vous demandez à avoir justement ces épaississants pour pouvoir avoir une texture adaptée. Mais la meilleure chose pour redonner l'appétit à votre papa, c'est de faire maison et de pouvoir lui préparer des bons petits plats. Voilà. Alors, au niveau des questions, est-ce que j'en ai d'autres ? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour au niveau de vos questions. On va peut-être voir à présent les résultats du sondage. Alors, qu'est-ce que vous nous avez répondu ? Alors, sur la première question, pensez-vous consacrer suffisamment d'importance à votre alimentation ? Je suis ravie de voir qu'il y a 73% d'entre vous qui pensent effectivement accorder suffisamment d'importance à votre alimentation. Et vous avez tout à fait raison, parce que pour être en bonne santé, c'est comme l'essence que l'on met dans le moteur de la voiture. L'alimentation, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui fait marcher notre corps, la machine. Donc, il faut effectivement prendre du temps et s'accorder du temps pour bien manger. Alors, pensez-vous que vous consommez plus de protéines que les apports recommandés de 1 g par kilo de poids théorique? Alors là, au niveau des résultats, est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre. Ah, c'est mitigé. Je suis à 45% de oui, donc qui pensent consommer les apports protéiques recommandés et je suis à 55% de non. Alors là, par contre, pareil, c'est la nutritionniste qui va vous parler. Je vous garantis qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on est largement au-dessus. On est plus autour des 1,5 g de protéines par kilo de poids théorique que de 1, parce qu'on a justement tendance à manger un
peu en quantité trop importante tout ce qui est d'origine animale. Alors même si on va malgré tout vers une alimentation qui a tendance à être plus végane, végétarienne, mais malgré tout au jour d'aujourd'hui, les études ont montré qu'on avait quand même une consommation de protéines plus importante que les apports nutritionnels recommandés. Donc là-dessus, peut-être à chacun de revoir peut-être un peu nos consommations. Alors, la troisième question, pensez-vous consommer plus de 10% de vos apports énergétiques en sucre? Bon, là, il y a 64% qui ont répondu non. Je vous félicite, c'est très bien, vous faites partie donc des personnes qui font attention à la qualité de ce qu'ils mangent et qui essayent d'être raisonnables sur les sucreries et les gourmandises. Bon, j'espère que vous avez tous été sincères dans les réponses parce que je vous garantis que 10% des apports, on y arrive très très vite. Un petit gâteau, une petite boisson sucrée et puis un petit dessert gourmand, on y arrive très vite. Mais on va dire que vous avez raison et on essaye de tous faire attention. Ensuite, buvez-vous au moins 1,5 litre d'eau par jour? Alors là, qu'est-ce que vous m'avez répondu? Vous êtes 73% à boire au moins 1,5 litre. Bon, 27% quand même, ça fait presque un tiers qui ne boivent pas suffisamment. Donc, je vous recommande de partir le matin quand vous quittez la maison, vous prenez votre bouteille avec vous et vous vous donnez pour objectif de terminer la bouteille à la fin de la journée. En plus, on est à l'époque des smartphones. Vous savez qu'il y a des applications maintenant que vous pouvez télécharger si vous ne buvez pas suffisamment, qui vont vous faire un petit rappel sonore toutes les 2 heures pour vous dire qu'il faut penser à aller boire. Donc, à vos smartphones ou alors partez avec votre bouteille d'eau sous le bras, mais par contre, pensez à boire, surtout là on arrive aux grosses chaleurs, et pensez aussi à faire boire vos proches qui ne peuvent pas boire suffisamment. Alors, autre question, consommez-vous au moins 3 produits laitiers par jour? Ah là là, 64% de non. 64% de non. Alors là, c'est un petit peu plus inquiétant parce qu'on est tous, à un moment de notre vie, on va tous être touchés par cette décalcification osseuse. Bon, nous, les femmes, malheureusement, un petit peu plus tôt que les hommes. Mais du coup, là, ça mériterait peut-être réflexion concernant la consommation de produits laitiers. Alors, si vous n'êtes pas un très grand fan des produits laitiers, maintenant, il y a un tas d'astuces de produits transformés qui permettent de consommer du lait de façon un peu divisée. Alors, bon, sans tenir compte de la quantité de sucre qu'il peut y avoir dans ces produits. Mais je pense par exemple maintenant, sans citer de marque forcément, mais on trouve des jus de fruits dans lesquels on a ajouté du lait qui permettent d'avoir des apports en produits laitiers suffisants. Après, c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas amateurs de lait, il faut essayer de voir dans les préparations, si par exemple vous aimez les quiches, les tartes, d'essayer d'enrichir les rations avec du lait, mais sous un autre aspect. Maintenant, par contre, si c'est par manque de temps, au niveau des apports, vous savez, 3 produits laitiers par jour, ça peut être donc un chocolat chaud le matin ou alors un yaourt ou un fromage blanc. Le midi, ça peut être un morceau de camembert et le soir, ça peut être du fromage râpé dans le gratin. Hein. Donc, ça peut être rapidement atteignable, cet objectif. Donc, n'hésitez pas à enrichir vos rations parce que votre corps il a besoin de calcium. Et la 6e question, donc 6e et dernière question, consommez-vous au moins 3 crudités, fruits ou légumes crus par jour pour les apports en vitamines, en fibres, en vitamine C? Et là, je suis ravie de voir que vous êtes au moins 82% à avoir répondu oui. Donc, je vous encourage dans ce sens. Surtout là, on arrive à la belle saison avec les fruits d'été, les pêches, les melons, les abricots, les fraises, les cerises. Donc, faites-vous plaisir et pensez également pour vos proches à leur préparer tous ces bons fruits qui sont très riches en vitamines actuellement, à ne pas hésiter à leur faire des fruits mixés, des smoothies, des compotes pour pouvoir eux aussi faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de ces 3 crudités par jour. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cette rencontre. Je tenais à vous remercier pour votre attention. On a un peu débordé sur le temps, je suis désolée, mais c'est un sujet qui est tellement riche. Il fallait qu'on parle de tellement de choses qu'une heure, c'était très court. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous remercie encore pour votre participation. Au revoir.